Salut Internet, moi c'est Antogeek et bienvenue dans ma Game Room. Ici chaque semaine on parle d'un objet culte qui a marqué notre enfance. Allez, à très vite, mais d'abord place au grand Doc 7. Allez hop, moi j'ai du rangement. Merci mon gars, vraiment impressionnante ta collection. Je reparle de toi à la fin de la vidéo. Les amis, faites vos bagages, aujourd'hui on part en voyage dans le temps. On va retracer ensemble toute l'histoire du jeu et je peux vous dire que ça remonte à loin. Si loin qu'en fait, c'est un anachronisme de parler d'histoire du jeu. Mais ne nous emballons pas, on va y revenir. Et comme dirait un grand philosophe romain Maximus Burdus, disciple du grand Diogène de Sinope. Reprenons depuis le début. Et ouais, comme je te le disais en intro, parler d'histoire du jeu, c'est un abus de langage, puisque le jeu précède l'histoire. On retrouve des preuves de la pratique de jeux de plateau bien plus anciennes que l'écriture, ce qu'en fait donc un phénomène préhistorique. Et ce qui est phénoménal pour le coup, c'est que les jeux sont une constante culturelle, ils sont partie intégrante de toute civilisation, et l'une des plus vieilles formes d'interaction sociale. Et forcément, pour un historien ou un archéologue, les types de jeux qu'on retrouve dans une société en dit très long sur les peuples qui y jouaient. Je veux dire, les jeux capturent les idées, la vision du monde d'une culture et les transmettent aux générations suivantes. Alors à ton avis, quel était le plus vieux jeu jamais retrouvé par les archéologues? Eh ben, c'était les dés, tout simplement. Alors bien sûr, hein, pas les dés en plastique bien cubique qu'on a aujourd'hui. Hein. Non, voilà à quoi ressemblait le plus ancien jeu de dés qu'on ait retrouvé. C'était au mausolée de Bashur Oyuk, désolé de la prononciation, dans le sud-est de la Turquie actuelle. Une série de 49 petites pierres taillées et peintes, représentant des animaux ou encore des formes pyramidales ou ovales. Les estimations des scientifiques oscillent entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ. Il y a à peu près 6000 ans quoi. D'autres pièces de ce type ont été retrouvées un petit peu partout dans la région du Croissant Fertile. On en a retrouvé en bois, en osselet, en pierre et même en carapace de tortue. Du coup, pas fou les chercheurs, hein, ils pensent que c'est là que sont nés les premiers jeux de dés. Ah mais hey, quand on dit qu'il est fertile ce croissant, après l'alcool, le papyrus, les pastilles à la menthe, les calendriers, même les dés viennent de là-bas. Par contre, faudra attendre les Grecs et les Romains plusieurs milliers d'années plus tard pour penser à faire des dés bien cubiques à 6 faces. Et depuis, autant dire qu'on a complètement craqué notre slip, hein. On s'est lâché jusqu'à 144 faces. Je veux dire, son créateur lui-même avoue qu'il sert à rien ce dé, parce que pour l'instant, aucun jeu n'est assez complexe pour l'utiliser. Mais ça reste quand même stylé. La plus vieille preuve connue d'un jeu de plateau, elle nous vient d'un hiéroglyphe dans la tombe d'une reine égyptienne qui remonte à 3100 avant notre ère. On a également retrouvé des parties du plateau et des pièces utilisées sans jamais pouvoir tout reconstituer en entier. Et comme évidemment on n'a pas retrouvé de notice, hein, t'imagines bien que c'est une galère pas possible pour imaginer les règles de ce jeu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tout ce qu'on sait c'est que ça se joue en 1 contre 1, que le plateau faisait 30 cases en tout, 3 colonnes de 10, avec 2 ou 3 types de pions différents en fonction des versions. En tout cas, ce jeu de l'Égypte ancienne, on l'a baptisé le Senet, même si c'est sûrement pas comme ça que l'appelaient les mecs de l'époque. Une des choses qu'on sait, c'est que le Senet, c'était pas un jeu pour n'importe quel paysan du coin, c'était plutôt une pratique réservée pour les pharaons. C'est en tout cas dans leur tombe qu'on a retrouvé leur plateau de jeu personnel, qui était disposé là pour les accompagner dans l'au-delà. À partir de là, le jeu va commencer à s'imprégner de plus en plus à la culture d'où il est originaire. D'ailleurs, je te parlais des règles imaginées pour le Senet, l'une des hypothèses souvent avancées, c'est la place centrale que devait avoir le hasard dans le jeu. Pourquoi? Bah tout simplement parce que les anciennes civilisations égyptiennes croyaient très fortement au concept de destin et de fatalité. Et les chercheurs savaient qu'historiquement, dans ce genre de société, les jeux de hasard se développent beaucoup plus facilement. Enfin bref, avec la popularité du jeu de plateau parmi les familles royales, souvent confondues avec les divinités, les jeux ont commencé à s'entremêler aux croyances religieuses et spirituelles. On a par exemple retrouvé en Égypte le tableau d'un jeu vieux de plus de 3000 ans, le Mehen. Encore une fois, on sait pas bien quelles en sont les règles, mais en tout cas on est sûr d'une chose, le tableau de ce jeu représente la divinité Mehen. Le culte du soleil qui était en cours à l'époque voyait Mehen comme un serpent géant qui s'enroulait autour de Ra, le dieu soleil. Et si les archéologues savent que ce type de plateau appartient bel et bien à un jeu, et n'était pas juste un hommage décoratif au dieu, c'est parce qu'ils ont à chaque fois retrouvé des pièces à jouer pas loin, comme cette
cette figurine de Lyon par exemple. On retrouve cette implication entre jeu et spiritualité parmi les premiers jeux de plateau de la civilisation indienne également, comme le jeu des serpents et des échelles, qui a été créé par des enseignants hindous spirituels il y a plus de 2500 ans. Dans ce jeu, les serpents et les échelles sont des symboles pour la moralité, la quête du bien. Le jeu représente tout un chemin spirituel à accomplir et que les humains doivent prendre pour atteindre le ciel. Avec des bonnes actions, le chemin est plus court et tu peux prendre l'échelle. Par contre, avec des mauvaises actions, tu glisseras sur les serpents. C'est un exemple hyper concret du jeu qui s'installe petit à petit comme un outil de pédagogie spirituelle et religieuse. Une idée reçue voudrait que ce soit le backgammon, le plus vieux jeu de plateau encore pratiqué de nos jours. Eh ben non, dans ta face l'idée reçue. En fait, le plus vieux jeu encore joué est le jeu royal d'Ur, également appelé jeu des 20 carrés. Et si t'es bien réveillé, t'as compris que le plateau est constitué de 20 carrés. Mais attention, le plateau, lui, il est pas carré, comme tu peux le voir sur la photo. On a d'abord redécouvert ce jeu de l'ancienne Mésopotamie en 1920, grâce à 2 plateaux en bois retrouvés par Leonard Woolley, et datés d'environ 2600 avant Jésus-Christ. Et en 1920, on n'avait aucune idée des règles, on pensait que ce jeu avait disparu de nos mœurs depuis un bail, jusqu'à ce que débarque ce mec, Irvin Finkel qui s'appelle, traducteur de langue ancienne pour le British Museum de Londres. Un jour il est tombé sur une tablette mésopotamienne très intéressante qui décrivait les règles d'un jeu. En tout cas, après les avoir traduites, il a essayé ces règles sur tous les plateaux d'anciens jeux retrouvés en Mésopotamie, et quelle ne fut pas sa joie de voir que ça correspondait parfaitement au plus ancien d'entre eux, le jeu des 20 carrés. Mieux encore, il s'est rendu compte qu'en fait le jeu ne s'était pas totalement éteint. En continuant ses recherches, il a fini par trouver quelques années plus tard un vieux professeur indien à la retraite qui avait joué au jeu des 20 carrés pendant son enfance, avec les mêmes règles que celles décrites sur la tablette mésopotamienne. Ce qui fait finalement du jeu royal d'Ur, avec 4600 ans d'existence avérée, le plus vieux jeu encore pratiqué de nos jours. Alors que bon, le backgammon tel que joué avec les règles actuelles, même s'il y a de vieilles variantes, il a même pas 70 ans. D'ailleurs, si tu veux connaître les règles des 20 carrés, check la description, je te mets une vidéo où ce bon vieux Irvin nous les décrit en détail. Avec le Senet, on connaît le plus vieux jeu de plateau originaire d'Afrique. Avec le jeu des 20 carrés, le plus vieux jeu d'Asie. Alors c'est quoi le deal pour les autres continents? Bon, déjà en Europe, c'est une question pas évidente. Il y a plusieurs jeux de plateau qui se disputent le titre du plus ancien, comme le Ludo Latrun Colorum romain, le Tafel des pays nordiques, ou encore le Pétéia grec. Mais d'après les trouvailles des historiens, il semblerait que ce soit le Pétéia qui tient la corde, puisqu'on a retrouvé une petite dizaine de vases comme celui-là, qui représentent une partie de Pétéia entre 2 des héros de la guerre de Troie, Achille et Ajax. Et non, Ajax il joue bien au Pétéia et pas aux dames. L'Ajax d'Amsterdam c'est venu bien plus tard. Bon ok, blague pourrie mise à part, la guerre de Troie c'est un conflit très ancien, que les historiens situent à plus de 3000 ans en arrière, entre 1350 et 1150 avant Jésus-Christ, en fonction des estimations. Certains pensent même que les vases retrouvés illustrent un poème perdu, qui relatait un passage de la guerre de Troie, une partie de Pétéia entre Achille et Ajax si prenante que les deux auraient tout simplement oublié de rejoindre le champ de bataille à temps, causant la défaite de leur camp. C'est un petit peu couillon. Concernant l'Amérique et les civilisations précolombiennes, le plus vieux jeu de plateau qu'on connaisse s'appelle le Patoli. On n'en sait pas des masses sur ce jeu pour être honnête, mais on sait que le Patoli s'est développé dans la région mexicaine, avec différentes versions qui se sont ensuite diffusées en Amérique du Sud. Les premières traces du Patoli remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ, et on en attribue la paternité aux Teotihuacanos, fondateurs de la cité de Teotihuacan à 40 km au nord-est de Mexico. On sait aussi que le Patoli était une sorte de jeu de loi, mêlant hasard et stratégie. Hasard parce qu'on y jouait avec des haricots qui faisaient office de dés, et stratégie parce qu'on sait que les joueurs devaient faire des paris, même si on sait pas vraiment sur quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie de Patoli pouvait mettre les perdants sur la paille. Dans les sociétés aztèques, certains joueurs ruinés, victimes de leur passion, n'avaient plus aucun recours que de se vendre eux-mêmes comme esclaves. Et puis, dernière petite chose à savoir sur le Patoli, le plateau en forme de croix faisait pile 52 cases. Et c'est pas complètement random comme nombre. Ces cases, elles correspondent aux 52 années du cycle solaire. Un nombre hyper symbolique pour ces peuples. Et ce dessin qu'on a retrouvé d'un dieu aztèque qui assiste à une partie de Patoli montre que ce jeu pouvait aussi faire partie d'un rituel religieux. On a déjà vu que dès leurs origines, les jeux de plateau ont servi d'outils pédagogiques intimement liés aux religions des cultures qui les ont vus naître, et à la quête de spiritualité. Sauf que la spiritualité c'est bien beau, mais on est d'accord, c'est un petit peu abstrait quand même. Ce qui est bien concret par contre, tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est la guerre. Pas étonnant donc que très vite, tous ces conflits aient directement influencé la nature du jeu de plateau. S'il peut servir pour enseigner la spiritualité, pourquoi le jeu ne pourrait-il pas préparer aux activités militaires? C'est la naissance des jeux de stratégie. Parmi les plus anciens jeux de
de stratégie qu'on connaisse, le plus connu est très certainement le Go. Le Go, ou le Weiqi à l'origine, est un jeu de plateau inventé il y a plus de 2500 ans en Chine, ce qui en fait avec le jeu des 20 carrés l'un des plus vieux jeux de plateau encore pratiqués. Et contrairement aux 20 carrés, la popularité du Go n'a jamais décru au fil des époques. Bon, le Go, si tu connais pas, c'est assez compliqué, donc je vais pas te détailler toutes les règles, juste la base. Ça se joue sur un grand plateau comme ça, totalement vide au départ. Chaque joueur possède un type de pierre, noire ou blanche, qui positionne tour à tour sur les intersections du plateau, comme là ou là. L'idée de ce jeu, c'est de créer des territoires, des zones entièrement entourées par tes pierres à toi. Une fois que toutes les pierres ont été posées, c'est le joueur qui s'est constitué le plus grand territoire qui remporte la partie. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais je t'assure que le Go, c'est peut-être le jeu de stratégie le plus compliqué qui existe, bien plus que les échecs. C'est notamment à cause de la taille du plateau qui rend le nombre de possibilités du jeu absolument astronomique. En Europe, les légionnaires romains avaient eux aussi leur jeu de plateau pour aiguiser leur sens de la stratégie militaire. Le latroncule, ou le jeu du petit voleur, est considéré par les historiens comme un descendant direct du Pétéia grec, mais avec une dimension hautement stratégique. Je vais te la faire courte, en plus on connaît pas du tout l'intégralité des règles, mais le latroncule ça se jouait sur une sorte de damier de 64 cases, et l'idée c'était de capturer le pion de l'adversaire en l'entourant par 2 de tes pions. On a vu que les dés, une des bases de nos jeux modernes, remontent à plus de 7000 ans en arrière. Mais qu'en est-il des cartes? Un autre socle fondamental sur lesquels se sont élaborés des tonnes de jeux actuels. Bah en fait, même si l'origine exacte des cartes à jouer est très difficile à déduire, ce qui est sûr, c'est que c'est super récent. Enfin, tu m'as compris, hein, c'est super récent en comparaison aux dés et aux autres jeux dont je t'ai parlé dans ce classement. Pour retrouver des preuves de l'existence de jeux de cartes en Europe, faut aller voir du côté de la fin du XIVe siècle. Ces cartes, elles nous venaient probablement du Proche-Orient, mais on n'en est pas sûr du tout. De toute façon, en Europe, on était grave à la ramasse niveau cartes. En Chine, ça faisait déjà un petit moment qu'ils s'en servaient. Les plus anciennes cartes connues sont apparues durant la dynastie Tang, mais on pense qu'elles servaient pas vraiment à jouer, plutôt à faire de la divination. Mais très rapidement, la transition va se faire naturellement, avec entre autres l'apparition des cartes domino, qu'on pense être les plus anciennes cartes à jouer du monde. Comme quoi, tu vois, hein, moi qui croyais que c'était Yu-Gi-Oh le plus vieux jeu de cartes, bah visiblement non. T'es sûr de ton coup? Parce que c'est vieux quand même, Yu-Gi-Oh! Hein. Bon. Voilà les copains, j'espère que ce petit historique des jeux et de leur origine vous a fait plaisir, mais en tout cas j'ai bien pris mon pied à le réaliser. Et si comme moi ça t'a grave donné envie de jouer, bah tu peux me rejoindre sur ma chaîne secondaire, le Labo, où je te parle de plein de mes passions et entre autres des cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs on risque de se faire des petites parties bientôt avec des potes youtubeurs, ça va être cool. Bon et à part ça aujourd'hui je voulais vous parler de la chaîne DantoGeek. Ce mec c'est un grand enfant, il a une collection de jeux de malade et pas uniquement de jeux vidéo. Hein. Il fait des vidéos où il présente des vieux jeux de notre enfance, c'est rythmé, c'est intéressant et franchement ça fait rêver. Donc foncez vous abonner, il le mérite. Et sinon, je me demandais, est-ce que tu connais le jeu du pouce bleu? C'est assez compliqué, mais ça en vaut la chandelle, hein, je te jure. Le principe, c'est qu'il y a un pouce bleu qui se cache quelque part autour de la vidéo, et faut le trouver. Une fois que tu l'as trouvé, tu cliques dessus, et une fois que t'as cliqué dessus, bah t'as gagné. Et ce que t'as gagné, bah c'est le droit de t'abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Merci mon bon Maxbird pour tes petits caméos. Salut Internet.